Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous rejoignent. Bienvenue sur le plateau de Voyage au bout de la nuit, votre émission quotidienne littéraire sur D8. Je suis ravie de partager encore une fois ce moment de lecture avec vous et de poursuivre un roman qui s'intitule Une vieille maîtresse et qui a été écrit par Jules Barbet d'Aurevilly. Et c'est un roman, vous allez voir, qui parle d'amour. Alors, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire d'un dandy, de Marigny, qui tombe amoureux d'une jeune femme, mais qui est très très chaste et très pure. Et on se rend compte que ce dandy, en fait, il a été l'amant, il a eu une maîtresse pendant 10 ans. Et il essaie de la quitter, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il se rend compte qu'il est vraiment attaché à elle. Et c'est toute une intrigue amoureuse avec les relations, les liens, comment ça se crée, comment ça se défait, comment des choses qu'on croyait mortes peuvent en fait revenir et brûler de nouveau. Et au moment de notre histoire, on est encore au tout début. On est avec ce fameux dandy et la mère de la jeune femme qui lui pose beaucoup de questions et qui veut en savoir un peu plus sur son passé. Mais si vous voulez évidemment connaître l'histoire dans son intégralité, je vous conseille vivement d'aller revoir les replays. Vous m'avez vu venir. Pour ça, vous allez sur le site internet de la chaîne et vous tapez Voyage au bout de la nuit, D8, Florie, enfin, ce que vous voulez, et vous retrouvez comme ça le début du roman. Alors c'est pas moi, je crois que c'était Laura qui avait commencé le roman, mais c'est toujours mieux évidemment pour comprendre et suivre une lecture dans son intégralité, parce que sinon c'est vrai quand on arrive en cours de route, c'est toujours un peu délicat. Mais vous avez de la chance, on est encore au début et c'est un roman qui n'est pas très compliqué. Donc je reprends là où je me suis arrêtée tout à l'heure. Je fais juste une micro-parenthèse avant pour vous rappeler que cette émission est la vôtre et qu'elle existe grâce à vous. Donc n'hésitez pas à continuer, à nous regarder et à nous écrire pour la faire vivre. Vous pouvez d'ailleurs, grâce au hashtag VBN qui s'affiche en bas de votre écran, voilà, nous contacter via les réseaux sociaux et nous laisser des petits commentaires, des suggestions de lecture. Si vous avez des choses, par exemple, que vous avez écrites et que vous voulez envoyer pour qu'on les lise, c'est peut-être possible. Si vous êtes un écrivain, si vous venez d'avoir un bouquin qui vient d'être publié, vous pouvez également nous écrire pour qu'on puisse découvrir et lire le bouquin avec vous. Ce sera un plaisir. Je m'arrête de parler et je reprends tout de suite la lecture. Très bon voyage à vous. Ceux qui l'y avaient connue la retrouvèrent plus tard à Séville, menant une vie de dissipation et d'éclat, que le monde expliquait comme tout ce qu'il ne comprend pas. Sir Reginald Annesley, ennuyé comme un nabab, l'y avait vu et s'en était épris avec une passion que les jouissances de l'Orient n'avaient point éteinte et qu'il avait épousée avec le mépris d'un grand seigneur pour l'opinion bégueule de son pays. Il y avait 2 ans qu'ils étaient mariés, quand de Mareuil les avait connus. Comme s'il s'en était vanté à moi, il était devenu un tel partenaire du mari qu'ils avaient voyagé ensemble et qu'il leur avait proposé, pour tout le temps qu'ils seraient à Paris, d'habiter l'aile droite de son hôtel des Champs-Élysées, et ils avaient accepté. Voilà toute l'histoire qu'il me fit. Cela ne manque pas de couleur, ce que vous me racontez là, lui dis-je, mon cher de Mareuil. Mais l'ironie ne pénétrait plus chez cet homme que j'avais connu si railleur et une des plus froides vipères du siècle. Non, il était amoureux. Il était devenu brave comme la plaisanterie, indifférent à tout ce qui n'était pas son amour. « Et croyez-vous être aimé ?» lui dis-je, avec l'intérêt d'un homme qui soupe chez un autre le lendemain. « Ah !» dit-il avec un joli mouvement de naturel. « Je n'en sais rien encore. Vous qui êtes de sang-froid et bon observateur, tâchez de le savoir, étudiez-la. Quant à moi, je suis complètement dérouté, mon cher, repris-je. Si elle a un peu de l'aimable tempérament de madame sa mère, ce n'est pas très aisé à savoir. Telle fut, marquise, ma conversation avec de Mareuil. Telle aussi, et sans n'y rien changer, l'impression produite en moi au premier coup d'œil par cette femme qui devait avoir sur ma vie une influence si profonde. En face d'elle, et en parlant d'elle, j'étais resté aussi dédaigneux que s'il s'était agi d'un être complètement inférieur. Quand j'eus quitté le comte de Mareuil, je ne pensais plus ni à lui ni à elle, si ce n'est le lendemain, à l'heure où il fallut aller à ce souper, auquel elle était invitée et où je devais la juger mieux. J'y arrivai assez tard. Il s'y trouvait une vingtaine de personnes rassemblées qui se connaissaient presque toutes, à l'exception de quelques journalistes, champions exquis quand ils ne sont pas empoisonnés.
levé du soir au matin sur le fumier de ce siècle, et de plusieurs actrices qui étaient là du droit antidynastique de l'esprit et de la beauté. Il est bien probable, chère marquise, que vous avez soupé avec les pères de toutes les convives de l'hôtel de Mareuil. C'était l'élite les plus brillants mauvais sujets de Paris. Quand on m'annonça, Mareuil vint au-devant de moi, me prit la main et me présenta devant madame Annesley, assise auprès de la cheminée avec une inexprimable indolence. Elle me lança le même regard du milieu de ses cils d'airain. D'une première fois, je n'avais pu lui faire baisser. Du reste, elle ne me dit pas un mot, ne fit pas un geste. Elle écouta avec la plus humiliante indifférence, pour mon amour-propre, la phrase très aimable qu'improvisa le comte de Mareuil, en lui apprenant qui j'étais. « Pardon, marquise, si j'entre dans tous ces détails, mais je crois qu'ils sont nécessaires pour faire comprendre ce qui va suivre. »« Vous avez raison, » dit la marquise. « N'omettez rien. Tout ce qui caractérise la femme, aimée, caractérise aussi le genre d'amour qu'on eut pour elle. » J'eus beau la regarder avec toute l'impartialité qui était en moi, reprit Marigny, pour m'expliquer un peu davantage l'asservissement de mon pauvre ami de Mareuil. Je restai dans mon opinion de la veille. C'était un visage irrégulier. Elle était vêtue d'une robe de coupe étrangère, de satin sombre à reflets verts, qui découvrait des épaules très fines d'attache. Il est vrai, mais sans grasse plénitude et sans mollesse. On eût dit les épaules bronzées d'une enfant qui n'est pas formée encore. Ses cheveux, tordus sur sa tête, étaient retenus par des velours verts. 2 émeraudes brillaient à ses oreilles et des bracelets, faits de cette pierre mystérieuse, s'enroulaient comme des aspics autour de ses bras olivâtres. Elle tenait à la main l'éventail de son pays de satin noir et sans paillettes, ne montrant au-dessus que 2 yeux noirs à la paupière lourde et aux rayons engourdis. Comme la conversation n'était pas très animée et qu'elle n'y prenait aucune part, j'eus le temps de l'examiner et de la détailler comme un tableau ou une statue. Le souper, qu'on annonça, interrompit mon examen. De Mareuil se précipita pour donner le bras à sa malagaise, et je m'arrangeai de manière à marcher derrière lui pour juger d'une tournure que j'avais à peine entrevue. Madame Annesley était petite, les hanches les plus élégantes que fortes, mais la chute audacieuse des reins accusait l'origine mauresque. Le mouvement qu'elle fit pour passer dans la salle à manger au bras de Mareuil révolutionna mes idées, bouleversa mes résolutions. C'était ce Ménéo des femmes d'Espagne dont j'avais tant entendu parler aux hommes qui avaient vécu dans ce pays. Une autre femme sortit de cette femme. 2 éclairs, je crois, partirent de cette épine dorsale qui vibrait en marchant comme celle d'une nerveuse et souple panthère, et je compris par un frisson singulier la puissance électrique de l'être qui marchait ainsi devant moi. 2 heures après, marquise, je la comprenais bien davantage, ou plutôt, moi, je ne la comprenais plus. Ah, c'était vraiment par le mouvement que cette femme était reine et reine absolue, reina neta, comme on dit dans la langue de son pays. À ce souper étincelant et brûlant donné pour elle, il fallut la voir et l'entendre. D'autres sensations, d'autres sentiments, le bonheur, la possession et les 1000 désenchantements qui suivent l'enchantement épuisé n'ont pu éteindre ce souvenir. D'où cette vie subite lui venait-elle? Était-ce de la coupe où elle trempait sa lèvre avec une sensualité pleine de flammes? Était-ce de l'esprit qui répandait alors par torrents ces spirituels et effrénés viveurs excités par la présence de ce sabrant espagnol? Qui le savait? Qui pouvait le dire? Même moi, qui ai pressé depuis toute cette vie sur mon cœur, je l'ai ignoré. Je n'ai jamais su d'où venait cette transfiguration impétueuse, cette ouverture d'ailes poussée en un clin d'œil, qui la ravissait, nous emportant tous. Les prestiges de la laideur, que M. de Mareuil s'était promis, apparurent en madame Annesley. Son regard épais, qui ne tombait plus pesamment sur moi, mais qui m'échappait en brillant, fasciné d'impatience par la mobilité de ses feux. Le sang de son père, le toréador, bouillonnait dans ses joues d'ambre, devenues écarlates. On eût juré qu'il allait faire éclater les veines et couler dans ce souper, sous la force même de la vie, comme autrefois il avait coulé dans le cirque, sous la tête armée du taureau. Elle se renversait tout en causant sur le dossier de son fauteuil, avec des torsions enivrantes, et il n'y avait pas jusqu'à sa voix de contralto, d'un sexe un peu indécis, tant elle était mâle, qui ne donna aux imaginations des curiosités plus embrasées que des désirs, et ne réveilla dans les âmes l'instinct des voluptés coupables, le rêve endormi des plaisirs fabuleux. Ce qu'on éprouvait, ce que j'éprouvais, était nouveau, inconnu, inattendu comme elle. Eh bien, elle n'avait pas même l'air de s'en apercevoir. Plus d'une fois,
Pendant le souper, je lui adressai la parole, mais elle s'arrangea toujours de manière à ne pas me répondre directement. Et cela sans aucune affectation. Était-ce une taquinerie coquette, ressentiment, antipathie? Quoi que ce pût être, cela me jetait dans une irritation secrète qui produisait les transes de l'amour mêlées au frémissement de la colère. Avec des riens, elle me soulevait. Je devenais insensé à côté d'elle, tiré à deux sentiments contraires, ivre de rage contre cette femme qui parlait à tous, excepté à moi, qui s'occupait de tous, excepté de moi. Sachant qu'après tout, ce n'était pas là pour beaucoup qu'une courtisane, entraînée par une violence de sensation que je ne connaissais pas, et par une conversation qui stimulait et justifiait bien des audaces. J'osais prendre son verre pour le mien. « Vous vous trompez, monsieur, dit-elle, en me jetant un regard fixe et cruel. » Et elle m'arracha le verre avec une action si fougueuse qu'elle le brisa, en le saisissant. Ses lèvres entr'ouvertes exprimaient une horreur inexplicable, mais très piquante pour un homme qui, comme moi, marquise, ne manquait pas alors d'une certaine dose de vanité. « Ah, madame, vous êtes blessée ?» lui dis-je. « Oui, répondit-elle, mais j'aime mieux cela. » Et elle se prit à sourire avec une ironie méprisante. « Ma foi, je n'y tins pas. »« Et moi aussi, lui dis-je, j'aime mieux cela. » Je mentais, j'avais soif de la trace de ses lèvres que j'eusse retrouvée au bord du verre dans laquelle elle avait bu. Elle m'allumait des sens jusque dans mon cœur. Mais son insolente préférence fit jaillir de mon âme une intensité de haine égale à l'intensité de mon amour. Et j'éprouvai une douloureuse et violente jouissance à lui rendre coup pour coup ce mépris. Cette petite scène, tout entre nous, s'était perdue pour les autres dans les 1000 distractions bruyantes d'un souper comme celui que nous faisions. De Mareuil, qui était attentif aux moindres mouvements de son idole, vit seul ce qui s'était passé entre elle et moi, et il en souriait de l'autre bout de la table. Ces observations lui étaient doublement agréables. D'une part, il reconnaissait depuis une heure que j'étais l'esclave de cette femme, dont il m'avait prophétisé l'empire, et d'une autre, que je ne serais jamais pour lui un rival bien dangereux. Quand on se leva pour passer dans le salon, il se pencha à mon oreille et me dit « Eh bien ?» dit-il d'un ton de victoire. « Eh bien, lui répondis-je, je pense comme vous, je sens comme vous et peut-être j'aime déjà comme vous. Il ne fallait pas m'inviter à ce souper, mon cher comte, si vous tenez à la possession exclusive de cette femme, car je suis bien résolu à vous la disputer opiniâtrement. »« Ah ah !» dit-il avec la voix d'un homme qui chante dans la nuit pour se faire brave. « Je le veux bien, je n'ai pas peur. J'accepte la partie, mais je vous préviens à l'avance que vous ne jouerez pas sur du velours. » Elle vous a en exécration. Je crois toujours qu'elle vous a entendu au boulevard me dire votre opinion sur elle, car il serait singulier que sans une cause quelconque de ressentiment, elle eût contre vous l'instinct répulsif dont elle est armée. Ce matin encore, je lui ai parlé de vous. Je lui ai demandé si elle avait remarqué hier la personne avec qui j'étais. Je lui ai dit quel rang vous teniez de la fashion parisienne. J'ai fait de vous un magnifique portrait moral, ou immoral, comme vous voudrez. J'ai été votre Van Dyck et celui de vos maîtresses dont j'ai eu grand soin de ciseler les noms dans tous mes récits. Mais rien n'a pu l'amener à modifier le gracieux refrain qu'elle a mis à toutes mes chroniques. « C'est possible, me disais-je, mais que voulez-vous, il me déplaît. » Ce matin, ajouta le comte de Mareuil, elle m'a annoncé qu'elle ne souperait pas avec vous. À ce propos, il y a une scène affreuse entre elle et sœur Réginald, qui d'ordinaire est fort soumis à ces bizarreries, mais qui, hospitalier comme un Anglais, n'entendait pas qu'on manquât chez moi son hôte aux lois de l'hospitalité. Elle a même brisé de colère un beau vase antique rapporté de Postum, auquel sœur Annesley tenait beaucoup. Et elle eût probablement résisté à la volonté maritale, en digne fille de ces Espagnols qui mirent 5 siècles à chasser des morts d'Espagne, quand je me suis avisée de lui dire tout bas: si vous ne voulez pas souffler avec monsieur de Marigny, señora, c'est donc que vous le craignez beaucoup. Et la crainte, c'est souvent la sœur aînée de l'amour. Mon cher, elle en pâlit de la supposition de vous aimer. Et elle m'a dit, avec un rire forcé, si c'est comme cela, j'accepte. J'accepte. Remerciez-moi donc, Marigny, du biais que j'ai pris pour la faire souper avec nous. En vérité, marquise, il faut que l'amour offusque les vues les plus perçantes. Le comte Alfred de Mareuil était certainement trop spirituel et trop au courant des choses de la vanité et du cœur pour ignorer ce qu'il me confiait et aller redoubler mon désir de plaire à la Malaguaise et de la lui enlever. Il crut cependant que je reculais devant le mur d'airain, qu'il élevait entre elle et moi. Il oublia que j'étais comme lui l'enfant d'une société vieillie, fort épris des plus impatientes résistances et très frayant de tout ce qui me semblait impossible. Aussi,
À peine de Mareuil eut-il fini de parler, que j'allais me placer à côté de Madame Annesley, et que je m'occupais plus d'elle, une table où je fus placée auprès de la table de marbre, où le punch flambait dans un vaste bol d'or sculpté. Sir Reginald Annesley et le comte de Mareuil risquèrent des sommes considérables. Mais pour la première fois de ma vie, les chances de jeu ne me tentèrent pas. À mes yeux, la fortune n'était plus qu'une femme qui me haïssait. L'orgueil était aussi intéressé que le désir de sa défaite. Cela doit rendre un homme éloquent. Je crois l'avoir été cette nuit-là. Je parlais à Madame Annesley un langage qui sortit sans effort de mon âme combattue et qui aurait donné à toutes les femmes le double frisson de la fièvre du cœur. Ce fut comme un mélange d'adoration, idolâtre et de détestation inouïe, de flatterie caressante et d'impertinence hautaine, d'assurance et de doute, de glace et de feu. Une espèce de bain russe intellectuel et dans lequel je plongeais pour les assouplir, les nerfs de cette femme qui me faiblirent pas une seule fois. Par un changement soudain, comme il s'en produisait très souvent en sa personne, elle était retombée dans ses paresseuses lassitudes. Elle avait allumé un cigare et elle le fumait, tout en m'écoutant avec la silencieuse gravité de son pays. Du fond de la fumée qui rendait son front plus obscur encore, elle entendit pendant 2 heures de ces choses contradictoires et folles qui attestent le plus grand des amours, l'amour tout à la fois dominateur et esclave. Mais, me dit-elle, en m'interrompant et en soufflant légèrement sur une charmante spirale bleue sortie de ses lèvres, vous n'êtes pas assez âgé ni assez anglais pour vous permettre de tels caprices. C'est vraiment un goût dépravé que vous avez là. Ah, repartis-je, comme un homme frappé d'une lueur subite. Les Espagnols ont donc de la vanité comme les Françaises ? Non, répondit-elle, mais elles ont le sentiment de l'injure, et elles savent haïr, comme elles savent aimer. Signora, lui dis-je avec une assurance qui eût imposé à une autre femme. Le ressentiment n'est pas de la haine, et vous avez l'âme assez grande pour pardonner un jugement absurde, basé sur une illusion incompréhensible, et d'ailleurs, expier suffisamment ce soir. Elle me fixa avec ses yeux fascinants, qui m'entrèrent dans le cœur comme 2 épées torses. « J'ai rien à vous pardonner, dit-elle. Les sympathies sont involontaires et les antipathies aussi. » Et comme ne voulant en dire ni en entendre davantage, elle se leva d'un mouvement rapide et alla se placer près de son mari, qui buvait et jouait. Absorbée dans la double sensation que révélait l'âpre couleur de son visage, Sir Reginald Annesley ne sentit ni le bras nu et velouté qui lui effleura la joue en se posant sur sa large épaule, ni la vapeur, 2 fois brûlante du cigare en feu qui passa dans ses cheveux, avec l'haleine de cette femme restée debout près de lui. Du divan où il m'avait laissé, je le contemplais, ce démon, et je sentais sa force invincible se saisir de moi de plus en plus. J'essayais de reconnaître en lui l'être éblouissant de mouvement et d'entrain qui avait éclaté au souper, mais il avait comme éteint le cercle qui avait flamboyé autour de sa tête tout le soir, et je le comparais à cet autre être froid, indifférent et muet, qui lui avait succédé. Elle avait repris sa pose rigide d'avant-souper, auprès de la cheminée. Elle n'inclinait pas le front sous sa rêverie fixe et vide de pensée, et elle me rappelait ces lions chimériques, accroupis dans les cours de marbre de l'Alhambra, qui portent sur leur tête de tigre la vasque froide d'une fontaine sans eau. Eh bien, le croirez-vous, marquise, de ces 2 femmes, c'était la dernière que maintenant je préférais. Oui, c'était l'être sans rayon, la petite femme jaune et maigre de la calèche, que j'avais la vieille, au boulevard, presque écrasée de mon dédain. Il est des amours qui corrompent tout dans les âmes. Le mien commençait de jeter en moi de ces aveuglements qui endurcissent à la lumière, qui nous la font nier et insulter. Je comprenais alors cet homme qui préférait à tout, dans la maîtresse de sa vie, l'arrêt élargi des cheveux tombés, ce pauvre sillon qu'il eût voulu ensemer de ses baisers et de ses larmes. J'arrivais, comme cet homme, et en combien de temps, à ne plus aimer ce qu'il y avait de moins beau dans l'être aimé. J'aurais aimé ce qu'il y avait eu de malade, j'allais savourer le défaut des délices, j'allais le regarder, comme avec une perfection, et laisser là la tête d'or pour les pieds d'Agile. Ce n'était pas là un amour comme celui qu'inspire votre Ermengarde. Au lieu d'élever l'âme, il la courbait, révoltée. C'était un amour mauvais et orageux. Il s'arrêta. Quoique la marquise eût la science d'une femme qui a mordu dans les plus puissantes sensations de la vie, et qui se lèche encore les lèvres,
de tout ce qu'elle y a trouvé, elle aimait tellement Ermengarde qu'elle fut heureuse d'entendre Marigny flétrir sa passion pour la Malaguaise et se prendre lui-même aux poésies morales que l'amour lui flûtait au cœur. Elle ne l'interrompit point, et il continua. Le comte de Mareuil perdait toujours. L'idée me vint de le venger. J'obtins qu'il me céderait sa place. Il me plaisait de battre au jeu dans la personne de son mari, cette femme qui semblait, en les regardant, fasciner les pièces d'or comme elle m'avait fascinée. Jouer contre son mari, c'était jouer contre elle. Sir Reginald, superstitieux comme la plupart des joueurs, comparait sa Malaguaise à Joséphine, qui fut, dit-on, la cause mystérieuse de la fortune de Bonaparte. Toujours est-il que ce soir-là, en se tenant auprès de lui, il lui avait ramené le sort infidèle. De tous les mouvements désordonnés qu'elle soulevait en moi, le plus fougueux, le plus irrésistible était de répondre, n'importe comment, à cet air de défi qui respirait en toute sa personne et qui mêlait dans mon cœur, exécrable mélange, le sang de l'orgueil blessé aux flammes avivées des plus inextinguibles désirs. Je jouais donc, mais ce fut à croire que Sir Reginald Annesley avait raison dans ses stupides superstitions. Je m'efforçais, je combinais mes coups comme si ma vie avait été au bout de mes combinaisons. Je redoublais d'attention, de sang-froid, de patience. Je perdis autant qu'Alfred de Mareuil. Je n'étais pas riche comme lui, il s'en fallait. Les pertes que je faisais m'atteignaient bien davantage. Mais ce n'était pas l'effet de la perte que je n'aurais point été le sentiment de la ruine qui m'aurait donné ces épouvantables corollaires que je dévorais. Une effrayante influence continuait de me poursuivre et de m'asservir. Je jouais, et je perdis à peu près tout ce que je possédais en quelques heures. Le lendemain, j'étais réduit à vivre d'emprunt. Mais que m'importait, la vraie détresse pour moi, le vrai malheur, c'était d'aimer comme je le faisais, et de ne pouvoir rien, absolument rien. Sur l'être qui prenait ma vie, sans même en vouloir, comme en respirant, il prenait l'air qui lui tombait dans son indifférente poitrine. Après cette funeste nuit à l'hôtel de Mareuil, j'étais rentrée chez moi dans un état inexprimable d'âme et de corps. Je m'y renfermai pendant 2 jours, à m'indigner de ce que j'éprouvais, mais il est des ivresses qu'on ne cuve pas. Et je me roulai un peu davantage dans le filet qui m'avait lié. Quand j'eus bien sondé ma blessure, quand je fus bien certain que mon mal était incurable, je me créai des plans et des résolutions. Je résolus d'agir dans le sens de cette passion, que je reconnaissais pour indomptable. Je me dis que je forcerais bien d'aimer cette femme, qui m'avait d'abord montré une haine si bizarre. J'étudierai les replis de ce caractère. Je verrai par quel côté on pouvait pénétrer dans le cœur. Je me disais, et cependant j'étais travaillée d'une âpre inquiétude, car il semblait y avoir dans cette Espagnole, en cette altière sourde muette de cœur et d'esprit, des fermetures d'intelligence et de sensibilité si complètes qu'elle devait peut-être rester inaccessible autant à la séduction qu'à l'amour. Marquise, quelle atroce souffrance quand on sent retomber sur son âme toutes les facultés qui servent à nous faire aimer, et que voilà désormais utiles et même insultées, parce que la femme qui est notre malheur et notre destin échappe bêtement à leur prestige. Parce qu'à ses yeux aimés, quoique stupides, les choses de la pensée, les grâces souveraines de la parole, tout ce qui nous fait les rois des âmes ne sont pas plus que des chefs-d'œuvre, des arts, dans les mains barbares d'un Esquimau ou d'un Lapon. Je retournai à l'hôtel de Mareuil et je me présentai chez Sir Reginald Annesley. Je ne fus point reçu. Sir Reginald vint le lendemain jeter une carte chez moi, mais ni ce jour-là ni les suivants, je ne pus parvenir jusqu'à madame Annesley. Le comte de Mareuil m'avertit que c'était en partie pris par elle, qu'elle ne me recevrait jamais, que son antipathie pour moi n'avait qu'augmenté à ce souper où elle avait si bien changé mes impressions. Elle aura probablement parlé de l'amour que vous lui avez si soudainement montré. Elle aura fait ce qu'elles savent si bien faire quand elles le font, ajouta de Mareuil enchanté, le digne ami de m'exaspérer. Elle aura excité la jalousie de son mari, tout en se montrant vertueuse. Elle aura probablement décidé le très correct Sir Reginald Annesley, le plus gentleman des baronnets, à n'agir plus avec vous comme un homme du monde, mais comme un mari renseigné. Un tel langage m'était intolérable, mais je ne pouvais en faire tort à Alfred de Mareuil, qu'il ne pouvait me le tenir. Il était amoureux, comme moi, de madame Annesley. Et je vais m'arrêter là. On reprendra bien évidemment la lecture lors d'une prochaine émission. Alors restez avec nous. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite d'une vieille maîtresse de Barbey d'Aurevilly. Merci d'avoir été fidèle à l'émission. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.